Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Guillaume Pelletier, le boss de la Bulgarian Top Team. Guillaume est également le manager de plusieurs combattants français de renom. Je vais en citer quelques-uns parce qu'ils sont nombreux. On a notamment Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis ou encore Karl Amoussou. Ça tombe bien, on va revenir ensemble avec l'actualité, la majeure partie de l'actualité de la Bulgarian Top Team avec lui. Salut Guillaume, et c'est un vrai plaisir de pouvoir te poser mes questions. Salut Ilyes, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Ça fait très longtemps qu'on communique, mais c'est la première fois qu'on a l'honneur, en tout cas pour moi, d'échanger avec toi. Donc voilà, merci pour l'invitation et abordons les sujets en question avec grand plaisir. Alors c'est vrai que c'est impossible pour moi de débuter cette interview par une autre question que celle concernant l'ARES numéro 7, puisque tu le sais, Abdul Abdouragimov a battu Karl Amoussou sur TKO au premier round dans le main event de l'ARES 7, qui est considéré comme l'événement le plus important de l'histoire du MMA français. On sait qu'Abdul faisait précédemment partie de la Bulgarian Top Team avant d'opter pour le Management Factory de Fernand Lopez. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? J'imagine que tu t'attendais à une autre issue, bien évidemment. Bien sûr, si on a accepté le combat, c'est qu'on envisageait autre chose et on espérait évidemment autre chose. Karl s'est entraîné dur, Karl s'est préparé très dur pour ce combat. Voilà, malheureusement, comme on dit, il y a la théorie et la pratique. Ce combat, on peut peut-être le faire 10 fois avec 10 résultats différents. C'est aussi la beauté de ce sport, c'est qu'il peut tout arriver. On en était conscient, on a accepté ce combat en connaissance de cause. Pour le coup, en vrai, Karl, il avait forcément à perdre. On a toujours à perdre, mais en fait, il n'avait rien à prouver dans ce combat. Donc, c'est tout à son honneur de l'avoir accepté. Et c'est aussi ça qui anime Karl. C'est la raison pour laquelle il était vraiment chaud à l'idée du combat. Voilà, encore une fois, le résultat est ce qu'il est. Il est décevant. On espérait mieux, c'est sûr. Mais encore une fois, le MMA n'est pas des mathématiques, c'est plus compliqué que ça et tout peut arriver. Et cette fois-ci, ça n'a pas penché à notre faveur. Exactement, en tout cas très fair-play de ta part. Alors en plus de cet Abdul Karlamoussou, il y a eu également un autre combattant de la Bulgarie Top Team qui a fait partie de la main card. En tout cas, il s'agit bien sûr de Amin Ayoub qui s'est malheureusement incliné sur TKO au deuxième round. Un combat qu'il a perdu face à un autre membre, j'ai envie de dire, du Management Factory plutôt de Fernand Lopez, à savoir le talentueux Damien Lapillus. Au-delà du résultat, c'est vrai que les deux hommes ont assuré le spectacle. Amine, pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on l'adore, c'est que c'est un vendeur de combat en fait. Et c'est quelque chose qui se perd un petit peu aujourd'hui dans le MMA parce que les combattants, malheureusement, n'apprécient pas d'être tagués sur Instagram, d'être provoqués, mais c'est aussi ça qu'on aime. Les gens veulent se déplacer pour voir des combats où il y a de la tension, il y a de l'animosité, et voilà, c'est ce qui déplace les foules. Et nous, on aime ça, et moi, je n'y vois aucun inconvénient. Donc, pour le coup, Amine a très bien vendu le combat. Après, voilà, une fois que le combat est passé, on a pu le voir ce qui s'est passé dans la cage. Les deux combattants se respectent. Et voilà, une fois que le combat est terminé, il n'y a plus d'animosité, il n'y a que du respect, bien évidemment. Pour la petite anecdote, moi je vais être très honnête avec toi Guillaume, mais ce Damien Lapillus Amin Ayoub, c'est clairement le combat que j'attendais le plus de cet arrêt 7. Et même la pesée, bon, on l'a vu au niveau des vues, au niveau de la visibilité, ça a vraiment fonctionné, ça a matché entre les deux combattants. Ouais, tout à fait. Alors c'est pour ça, du coup, tu vas certainement me parler du résultat. Et en fait, la façon dont s'est terminé le combat, c'est une grosse déception et frustration pour tout le monde, parce qu'effectivement, on attendait beaucoup plus de ce combat. En fait, la façon dont le combat a commencé, c'est tout ce que nous, on avait envisagé. On sait que Amine, il met du temps avant de rentrer dans ses combats. On sait que Damien, de son côté, il rentre tout de suite très fort. Donc, on savait que la première reprise serait difficile à emporter pour Amine. Donc, pour le coup, il faut le dire avec beaucoup de fair play, pardon, qu'elle est en faveur de Damien Lapillus. Mais on a Amine qui commençait à rentrer dans son combat, qui commençait à mettre beaucoup de pression en seconde reprise. Et encore une fois, je pense que c'était un tournant en fait. Malheureusement, il y a eu cette frappe qui a engendré l'arrêt du médecin, mais ouais, on aurait tous aimé que le combat se prolonge. Et je pense que même Damien Lapillus aurait voulu que ça se prolonge, parce que même gagner dans ces conditions-là, je pense que c'est toujours une petite frustration, même pour le vainqueur. Oui, exactement. Alors, puisque tu en parles, let's go, c'est parti, parce que effectivement, les deux combats dont on parle ont été, on va dire, arrêtés prématurément en quelque sorte par le médecin qui a estimé que bien il valait mieux interrompre les hostilités pour préserver la santé des deux combattants en question, donc Karl Amoussou et Amin Ayoub. Quand on connaît la gravité de leurs blessures, on ne peut que lui donner raison. Alors Guillaume, est-ce que tu comprends pourquoi cette décision a autant suscité de polémiques?
a autant fait parler d'elle même. Bah, en fait, je peux comprendre, comme je te l'expliquais précédemment, par rapport à l'attente qu'avaient engendré ces deux combats. En fait, on attendait beaucoup mieux et beaucoup plus en toute franchise. Donc, un arrêt du médecin, ça peut frustrer le public, chose que je comprends. Après, pour prendre les combats dans l'ordre, pour parler d'Amin Ayoub, c'est compliqué pour moi aujourd'hui de parler à sa place. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'on laisse Amin le temps de ses vacances pour pouvoir s'exprimer. Je l'ai encore eu au téléphone hier matin. Et en fait, il voit son nom aujourd'hui tagué sur les réseaux partout. On lui demande de se justifier, etc. Mais en fait, la réponse qu'il m'a fait, c'est hey, les gars, tranquille, je suis en vacances, quoi. Je suis en vacances. C'est très, très rare les vacances pour des combattants de MMA. Donc, la seule chose aujourd'hui qu'il demande, c'est qu'on le laisse passer ses vacances tranquillement, qu'il rentre à la maison. Il fera aussi un nouveau checking avec les spécialistes nantais. Parce que parfois, on sait que d'un résultat à un autre, il peut y avoir des différences. Donc voilà, laissons-le profiter de ses vacances, laissons-le rentrer, il va aller faire les examens nécessaires et on saura suite à ça, est-ce que l'arrêt était justifié ou pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, euh, Amine, c'est un guerrier. Amine, c'est un guerrier, il l'a prouvé dans plein de combats. En fait, Amine, un arrêt sur blessure, pour lui, engendre forcément une frustration parce que lui, c'est un gars, il serait prêt à combattre même avec la tête coupée. En fait, ouais, c'est juste un guerrier et il est prêt à tout. Maintenant, il ne faut pas quand même négliger la protection des combattants. C'est important qu'il y ait un cadre comment dirais-je, médical qui met des règles en place et on doit aussi, nous, acteurs du MMA, les respecter. Effectivement, c'est une frustration, mais la base du sport, ça reste aussi l'intégrité physique des combattants. Et en fait, que se passerait-il? En fait, il faut voir le problème sous tous les angles. Que se passerait-il si on poursuit le combat et que pour le coup, on a une blessure très grave, extrêmement grave pour Amine? On va tous crier au scandale. Donc, en fait, encore une fois, tout dépend de l'angle dans lequel on regarde les choses. Moi, je n'ai pas envie de créer de polémique. J'ai encore une fois juste envie de dire le combat, c'est le combat. On fera en sorte qu'il y ait une revanche. Je compte sur Damien Lapillus pour l'accepter. Et voilà, et on reverra les deux acteurs prochainement dans la cage. Et voilà. En ce qui concerne le combat de Karl Amoussou, en fait, on a exactement le même profil de combattant. Karl, c'est vraiment un guerrier. Tout le monde le connaît à travers l'Europe entière et même le monde, j'ai envie de dire. Tout le monde le connaît pour ce côté vraiment psycho, pour le coup. C'est un vrai psycho. Et Karl se sentait, j'ai vu son post sur Instagram et on en a longuement parlé, on est toute la journée au téléphone depuis son combat. Il se sentait de reprendre et moi, je sais qu'il pouvait reprendre le combat. Maintenant, je veux vraiment te faire une confidence à toi, Ilyes. Moi, j'étais au premier rang en fait lors de cette soirée. Et au moment où le gong à la fin de la première reprise retentit, ils étaient vraiment devant moi en fait. Ça s'est passé vraiment devant moi. Et dans ma tête, j'ai prié pour que le combat s'arrête. Vraiment, je vais être sincère, je vais te dire la vérité, euh, parce que en fait, de la façon dont moi je regarde Karl avec des yeux de fan, j'aurais pas supporté que le combat reprenne et finalement pourquoi en fait pour que Karl se fasse finir dans la deuxième reprise, quel était l'intérêt? Donc effectivement, il peut tout arriver dans un combat. Peut-être que Abdul aurait tenté de rentrer et que Karl aurait levé le genou. On n'est pas à l'abri de ça. Mais ça n'en prenait pas le chemin. Et moi, je ne veux pas qu'on prenne du plaisir à voir les combattants se faire achever, entre guillemets. Donc il faut respecter Karl pour le cœur qu'il y met, pour le courage qu'il a, parce qu'il fallait être très courageux. Il y a certainement quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que personne, et je dis bien personne, ne souhaitait affronter Abdul, qui aujourd'hui en Europe fait peur à tout le monde. Karl, encore une fois, avait très peu à gagner dans l'histoire, dans le fait d'affronter Abdul, mais il s'en est fait un défi personnel et il faut rendre hommage à Karl pour ces raisons-là et ne pas aller chercher des polémiques là où il n'y a pas en fait. Eh ben, écoute, Guillaume, merci beaucoup pour ta franchise et le chapitre est définitivement clos en ce qui concerne en tout cas cette question et ces polémiques. Une chose est sûre, c'est vrai que la rivalité entre le Management Factory, encore une fois, de Fernand Lopez et la Bulgarian Top Team bat son plein en ce moment, puisqu'en plus des transferts de talent entre les deux teams, l'ARES permet aux combattants des deux écuries de s'affronter. Ça ne peut qu'être bénéfique pour le MMA français. Absolument. Alors en ce qui concerne les transferts de combattants, je voudrais revenir sur une chose justement
justement que tu as dit tout à l'heure, en fait, que Abdul a quitté la BTT pour aller au Management Factory. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas vraiment passé ainsi, parce qu'en fait, j'ai envie de dire qu'avec le Management Factory, on a mis en place un espèce de gentleman agreement. En fait, on ne va pas attaquer des combattants qui sont déjà en contrat. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Abdul a quitté la BTT pour aller dans un management américain. Sauf que très peu de personnes sont au courant. Ouais. Et ensuite, il est parti au Management Factory parce qu'il semblerait que dans ce management américain, on lui ait fait de très grandes promesses qui n'ont pas été réalisées. Donc, pour le coup, voilà pour la petite histoire avec Abdul, c'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire, Abdul est venu me voir après le combat. J'ai beaucoup apprécié la démarche. J'ai trouvé ça très courageux de sa part et je lui ai tendu la main avec grand plaisir. On a discuté sur le fait qu'il n'y avait pas, il y avait pas raison de s'en vouloir, qu'après tout ça, c'est que du business. Il regrette un petit peu la façon dont ça s'est fait, mais voilà, je lui en tiens pas rigueur. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau pour sa victoire. C'est une belle victoire et bravo à lui. Donc, quant à la rivalité entre management, alors effectivement, il y a cette petite rivalité. Maintenant, je pense, comme tu disais, ça tire en fait les managements vers le haut. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. En fait, je trouve que la concurrence, ça a quelque chose de bon. Ça nous oblige à être meilleurs, ça nous oblige à travailler plus, ça nous oblige à, si on veut être dans le haut du tableau, il faut se battre pour. Et il n'y a pas de mal à ça. Donc, certes, on a pris un 2-0 par le Management Factory sur l'événement de ce samedi. Mais il faut savoir que 2 mois plus tôt, on leur a mis, nous, un 2-0. Donc voilà, la concurrence est saine, en fait. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Tout se passe extrêmement bien et on va revoir encore beaucoup de combattants de la BTT sur les prochaines cartes d'arrest. Encore une fois, ça permet d'élever le niveau général du MMA français. C'est tout bénef pour nous qui sommes des fans de ce sport. Alors j'aimerais qu'on se concentre maintenant sur l'une de tes stars, Guillaume, si tu le veux bien. Il s'agit de Benoît Saint-Denis. Hein, et pour son deuxième combat à l'UFC, il s'est imposé brillamment sur soumission au deuxième round. Ça s'est fait dans la catégorie des poids légers. Hein, contrairement à ses débuts très courageux, mais on peut le dire difficile lors de son premier combat dans l'organisation. Il a parfaitement su rebondir et on sait que c'est important, surtout après une première défaite dans une carrière professionnelle. Absolument. Alors en fait, je voudrais expliquer pour le public qui serait un petit peu moins averti que ça peut paraître étrange effectivement d'avoir signé Benoît Saint-Denis à 77 à l'UFC. Mais en fait, il faut savoir aujourd'hui, le temps est révolu où l'UFC partait chercher les combattants pour les signer. En fait, aujourd'hui, c'est extrêmement dur, mais pour signer un combattant à l'UFC, il faut être prêt à prendre un short notice. En fait, dès qu'une porte s'ouvre, il faut foncer dedans directement. Alors, je sais que c'est une méthode un petit peu brutale, mais on peut voir que dernièrement, tous les combattants français ont signé de cette manière. J'avais signé Faresiam de cette manière. Il me semble que Alan Bodo rentre à l'UFC de cette manière aussi. Donc voilà, ça c'est pour le fait d'avoir signé. Je ne cherche pas encore une fois à me justifier, mais juste pour expliquer aux gens pourquoi on a signé Benoît Saint-Denis à l'UFC à 77. C'est aussi parce que la descente à 70, elle prend aussi du temps. Et donc, obligatoirement, pour signer à l'UFC, on signe en short notice. On n'avait pas suffisamment de temps pour faire 70 kilos. Là, pour le coup, pour faire 70 pour Benoît, il faut au moins 6 semaines. Là, on l'a vraiment vu dans une forme olympique. C'est vraiment la KT pour lui qui va le mettre en valeur. Et du coup, gros résultat de Benoît Saint-Denis, une grosse performance. Peut-être pour certains, grosse surprise. Pas pour nous qui le côtoyons, on connaît son potentiel. Vraiment, Benoît va aller très, très loin. Très, 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 très loin. Je demande aux gens vraiment de m'écouter, me faire confiance. Benoît, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et on a hâte. Et on le voit le 3 septembre à l'UFC Paris. C'est officiel, donc Benoît Saint-Denis va combattre selon toute vraisemblance, donc encore une fois, à l'UFC Paris le 3 septembre. Est-ce que tu as du nouveau concernant un potentiel adversaire ou pas encore? Alors, pas encore. Alors, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, Benoît ne souhaitait pas combattre en France parce que la vie de combattant, c'est vraiment dur et il faut que les gens le savent, c'est que c'est vraiment très, 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 très dur. J'en veux pour preuve, Benoît va se marier fin août. Et malgré tout, Benoît accepte en fait de combattre à l'UFC Paris. Ça veut dire que pas de folie pendant le mariage, pas d'excès, il sera même en diète, il sera en régime pendant le mariage, si tu te rends compte. Donc encore une fois, la vie de combattant, c'est quelque chose de très très dur. Mais c'est aussi quelque chose de très court, une carrière. Donc il ne faut pas passer à côté de certaines opportunités. Donc c'est pour ça qu'il sera à l'UFC Paris. Donc pas de nouvelles quant à l'adversaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est que Benoît a un profil très particulier. Benoît, c'est un jeune combattant avec peu d'expérience, mais avec un gros potentiel et avec un petit record. Aujourd'hui, il n'est que à 9-1. Ce qui fait qu'en fait, quand on propose Benoît Saint-Denis à d'autres gars de milieu de tableau à l'UFC,
fait, ils n'ont pas grand-chose à gagner contre Benoît parce que sa réputation n'est pas encore faite à l'international. Mais le mec, il est dur, quoi. Il est super dur. Voilà. Et donc, en fait, on essuie plein de refus, hein. Il faut être honnête, on essuie beaucoup, beaucoup de refus. Donc, je pense qu'on part vers deux directions différentes. Soit on va prendre un tueur à gage, un mec qui va être proche du top 20 peut-être, qui va dire, ouais, vas-y, envoie-moi Benoît, pas de problème. Ou soit on va prendre peut-être, dans le cas de Niklas Stolze, un mec qui est un petit peu en danger, en fait, à l'UFC, et qui, lui, pour le coup, ne pourra pas se permettre de refuser un combat et qui acceptera Benoît. Donc, je n'ai pas de nom à te donner, mais je pense qu'on prendra une de ces deux directions. En ce qui concerne, pardon Guillaume, ce dont on a parlé précédemment, c'est peut-être une question bête, mais ce combat se fera bien chez les poids légers à 70 kilos. Tout à fait, tout à fait. L'avenir de Benoît est vraiment à 70 kilos. Et je le répète encore une fois, l'avenir de Benoît est vraiment radieux et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. D'ailleurs, on aura le plaisir de participer à sa préparation. Benoît Saint-Denis vient avec toute sa team, dont Daniel Warin, début août, en Bulgarie, pour préparer le camp de Benoît. Magnifique, le rendez-vous est pris et ça s'annonce vraiment exceptionnel. Alors il y a un autre combattant dont tu t'occupes et que beaucoup de fans rêvent de voir un jour débarquer à l'UFC. Il s'agit bien sûr de Morgan Charrière. Alors c'est vrai que Morgan reste pour l'instant sur 2 défaites consécutives dans des combats pour le titre au Cage Warriors. À mon avis, il va devoir prendre un petit peu son mal en patience avant de débuter un jour, je l'espère, à l'UFC. Quand est-ce qu'on pourra le voir de retour à la compétition Morgan? J'imagine du côté du Cage Warriors. Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Morgan est en contrat avec le Cage Warriors. Donc, on le verra obligatoirement au Cage Warriors et non pas autre part. On a tenté à un moment d'ouvrir des négociations, pourquoi pas autre part. Mais aujourd'hui, le Cage Warriors veut vraiment faire de Morgan, en fait, l'élément central du Cage Warriors. Et c'est un truc beau, c'est un truc qu'on apprécie parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient Paddy Pimblett, qui pour le coup était anglais, donc était un beau représentant du Cage Warriors. Mais là, pour le coup, ils veulent faire d'un Français l'icône un petit peu du Cage Warriors. Donc, je vais t'annoncer une nouvelle en avant-première ici. Le Cage Warriors, étant donné tout ce qu'ils veulent construire autour de Morgan, ont souhaité en fait se déplacer en France. Donc, ils vont venir en France, organiser un événement avec Morgan en superstar lors de cet événement. Donc, il est possible pour la rentrée sportive, hein, je veux dire, donc septembre-octobre, qu'on puisse voir Morgan en France devant son public. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est une excellente nouvelle et un grand merci. Écoute, Guillaume, pour cette information exclusive. Je suis sûr que ça va vraiment ravir les nombreux fans de Morgan Charrière. Alors, rendez-vous, je l'espère donc, entre septembre et octobre en France pour cet événement Cage Warriors. Et Morgan Charrière sera bien sûr en main event puisqu'il est l'une des figures majeures, si ce n'est la figure majeure de l'organisation. Encore une fois, merci de nous partager cette information en exclusivité, Guillaume. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais le prochain combattant de l'ABTT dont tu t'occupes qui pourrait peut-être signer à l'UFC, c'est un certain Oumar Sy. Oumar Sy qui est jeune, invaincu après 6 combats professionnels, fera d'ailleurs son retour au KSW le 23 juillet. En cas de victoire, ça sent quand même plutôt bon, d'autant plus que c'est un lourd léger et la catégorie est quand même relativement ouverte à l'UFC. Oumar Sy, en fait, aujourd'hui, c'est le futur des 93 français. C'est un potentiel énorme. La relation que j'ai avec Oumar, en fait, est très étrange parce qu'il me ressemble un petit peu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réserve. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps avant de se livrer. Et en fait, dans le début de notre collaboration avec Oumar, on s'est beaucoup regardé, on a très peu parlé, en fait. On avait un petit peu de mal à se livrer tous les deux, jusqu'à un petit déclic, en fait, où il est venu justement en Bulgarie. On a eu l'occasion de se rencontrer, pour le coup, vraiment en chair et en os. Et je l'ai vu aussi tourner avec mes monstres bulgares, mes lutteurs, etc. Et en fait, Oumar, c'est extrêmement fort. Il est très, 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 très fort. C'est un potentiel absolument énorme. Et là, on va en savoir beaucoup plus pour le 23 juillet. Il affronte un gars qui est à 12-0. Un mec invaincu avec 2 fois plus de combats que lui. Donc là, on va en savoir beaucoup plus au sujet de Oumar. Mais Oumar va aller très, très loin. C'est un combattant à suivre parce que, encore une fois, ça va être une grosse surprise, je pense, pour le public français.
Oumar, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, hein. Ah, c'est clair, on lui souhaite en tout cas la victoire. En plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, Guillaume, il faut aussi parler de la brillante Alexandra Tekena qui va combattre, elle, pour le titre des poids mouches à l'ARES. Ça se passera le 2 septembre, la veille de l'UFC Paris. On a aussi le très prometteur Mustafa Aïda qui est aussi prévu sur la même carte. Alors j'ai envie de dire que malgré les départs importants que tu as dû gérer ces dernières années, Abdullah Abdouragimov ou encore Fares Ziam, la BTT, elle se porte plutôt bien. La BTT se porte bien parce qu'en fait, on a beaucoup de jeunes talents. Et tu sais, en fait, comment c'est. Il suffit dans le MMA d'enchaîner 3 victoires pour apparaître au grand jour du public averti ou non, en fait. Donc, pour le public, le jeune public, ce sont des surprises, mais pas pour nous, en fait. Mustapha, on sait déjà depuis un moment qu'il va percer. Mais il a fallu, pour le coup, qu'il combatte à Arès pour que tout le monde s'en rende compte. Arès, c'est une plateforme absolument incroyable, hein, pour être en lumière et pour montrer tout l'étendue de son talent. Et pour parler par rapport au départ et les arrivées, ouais, effectivement, nous, on continue à travailler quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, on a eu des départs qui étaient durs, qui ont été douloureux. On a eu Abdul qui est parti, on a eu Fares, effectivement, ça a été compliqué. Maintenant, on se remet en question de toute façon, quoi qu'il arrive, on continue à travailler, on va de l'avant. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a mis en place les camps d'entraînement. Et c'est là où justement on arrive à voir des futures pépites, on leur donne leur chance. Et justement, en fait, pour la petite histoire, la petite pépite qu'on a repérée l'année dernière, c'est justement Alexandra Tekena. Et en fait, l'histoire est belle, Ilyes, quand tu regardes, parce que Alexandra a été signée lors du camp en août 2021. Et en septembre 2022, elle va combattre devant Dana White, peut-être, on l'espère, en tout cas pour la ceinture d'Arès, avec potentiellement une grosse visibilité, peut-être pourquoi pas pour aller plus loin, je n'ai pas envie de m'avancer. Mais oui, voilà, on continue le travail avec les jeunes talents et ça paye. Et on aime ça en plus parce que les jeunes, c'est vraiment une branche particulière, tu sais, parce qu'il est très facile d'aller dégoter un combattant à 10-0 n'importe où et de se faire passer pour le meilleur des managements, comme quoi, voilà, on a récupéré un nouveau talent. Mais par contre, prendre des mecs de 0-0, c'est extrêmement dur. C'est un gros pari parce qu'on investit beaucoup de notre temps, mais c'est un truc qu'on aime faire. Et c'est quelque chose qu'on va développer, mais on le fait déjà très bien et on souhaite tout le meilleur pour Alex et pour Mousse parce que l'événement de septembre, ça va être encore quelque chose. Ouais. Et cette fois-ci, on espère avoir une grosse moyenne avec 100% de victoire. Ce serait très, très bien. Exactement, c'est ce que je vous souhaite. Et si Alexandra regarde cette vidéo, j'en profite pour la saluer parce que j'aime énormément Alexandra, notamment au niveau de son style. Vraiment, elle est très divertissante. Et puis même au niveau de sa personnalité, ben, franchement, c'est une chouette femme. Guillaume, merci beaucoup. Tu nous as donné du très très lourd, quelques informations croustillantes et exclusives. Alors je t'en remercie. Je te souhaite de passer une excellente après-midi. Et peut-être que tu as quelque chose à ajouter avant de clôturer cette interview. Déjà, c'est moi qui te remercie. C'était un plaisir de passer avec toi à l'antenne. Qu'est-ce que je pourrais rajouter au vu de ce qui s'est passé lors du dernier événement de Arès et de certaines polémiques, ce que je pourrais rajouter, en fait, c'est juste de ramener un petit peu de calme dans le milieu du MMA. On a besoin comment dirais-je, de travailler tous ensemble, de ne pas avoir de polémique. On a d'ailleurs pu avoir une petite polémique qui est née sur une de tes vidéos il y a pas très longtemps. Je peux d'ailleurs revenir là-dessus si je peux t'occuper 2 minutes d'antenne. En fait, la polémique est née du fait que dans un podcast qui date de quelques mois en arrière, j'avais dit que, à mes yeux, Daniel Warin était le meilleur coach français. Et en fait, ce que je voulais dire à ça, c'est que on a tous un regard différent sur les choses. En fait, ce qui est le meilleur pour moi, par exemple, n'est peut-être pas le meilleur pour toi. Tu vois. Quel exemple je pourrais prendre? Ah bah tu es belge, donc du coup tu es fan de foot, très certainement. Donc, Exactement. du coup, voilà. Donc, si on prend le cas de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane, ce sont deux très grands coachs. Pour certains, en fait, le fait que Deschamps ait gagné la Coupe du Monde et en plus ait battu la Belgique, pour le coup, euh, c'est un très grand coach. Il a réalisé d'excellentes choses. Et pour d'autres, en fait, ils vont plus pencher en faveur de Zinedine Zidane qui a enchaîné 3 Ligues des Champions, etc. Quoi, tu vois. Encore une fois, c'est subjectif. En fait, ce qui est le numéro un pour moi n'est peut-être pas le numéro un pour toi. En tout cas, dans les faits, Daniel Warin, il a réalisé des choses exceptionnelles dans sa carrière. Il s'est retrouvé dans des coins de superstars. Il a gagné avec eux des ceintures UFC. Donc, ça, on ne peut pas le contredire. Euh, Daniel est un grand coach. De l'autre côté, on a Fernand Lopez qui a réalisé des choses exceptionnelles.
Il prend des petits jeunes dans sa team, enfin des petits jeunes, si on peut appeler ainsi Francis Ngannou, par exemple, quoi, qui est tout sauf petit, mais en tout cas qui était un jeune combattant, voilà, et qui l'a emmené jusqu'à la ceinture de l'UFC, qui a un travail absolument exceptionnel. Et du coup, pour conclure ça, si je peux dire un truc, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir entre l'un ou l'autre? En fait, on a deux coachs absolument exceptionnels qui ont fait des choses incroyables que les autres n'ont pas fait. Ben, en fait, plutôt que de les mettre face à face, qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient côte à côte et qu'ils travaillaient ensemble, par exemple? On pourrait faire un truc absolument exceptionnel, ça serait génial. Donc voilà, si je peux juste rajouter un truc pour le podcast, c'est un petit appel au calme. Je me suis entretenu avec Fernand Lopez, pour tout te dire, suite à l'événement de Arès, et c'est aussi ce dont on a parlé, comme quoi on avait besoin de calme, que les acteurs du MMA doivent travailler main dans la main. Et on s'est quitté ainsi, et c'était bien, c'était cool. Parfois, on a tous besoin de parler, ça éviterait de créer des polémiques. Et donc voilà, si je peux rajouter une chose, c'est juste ça, un appel au calme, qu'on travaille tous ensemble. On va élever le niveau et on élèvera le niveau du MMA français aux yeux du monde entier. Et on a tous à y gagner, quoi. Le message est passé et que moi, en tant que Belge, quand je vois le talent que vous avez en France au niveau des infrastructures, des combattants et des coachs, bah c'est vraiment tout bénef pour vous. Vous êtes notre voisin direct, on vous voit un petit peu comme une sorte de grand frère. Et donc, franchement, continuez le bon travail. C'est vraiment un plaisir de voir à quel point la France s'est élevée au rang de l'un des plus grands leaders du MMA. Merci beaucoup Guillaume, je te souhaite de passer une excellente après-midi et à la prochaine pour une nouvelle interview.